Je suis absolument ravie d'accueillir l'association ProAnima comme sponsor de ce podcast grâce au soutien de la Fondation Le Marchand pour l'équilibre entre les hommes et la terre. Et aujourd'hui, c'est pour vous parler du prix Éthique Science. Créé par le comité scientifique ProAnima, le prix Éthique Science récompense la recherche non animale et les méthodes alternatives pour répondre aux grands enjeux de santé contemporains. Car saviez-vous que l'expérimentation animale concerne presque tous les domaines de la vie quotidienne, comme les médicaments, les cosmétiques, les produits d'entretien, bref, c'est partout. Et ces produits doivent être mieux évalués, non plus sur les animaux, mais grâce à l'avancée des technologies et des connaissances, avec des méthodes alternatives comme les organes sur puce, les recherches in silico par ordinateur, la biologie cellulaire et moléculaire ou encore l'intelligence artificielle. Un grand bravo à ces pionniers de la recherche et aux candidats du prix Éthique Science. Retrouvez ProAnima sur leur site proanima.fr. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Aujourd'hui dans Métamorphose, parlons amour, tantra et sexualité, titre du nouveau livre de mon invité aux éditions Erol. Nous allons parler de s'éveiller à la sexualité sacrée comme un art et de comprendre les mouvements énergétiques de l'être. Parler aussi des blessures et des tabous dans nos histoires liés à la sexualité. Mon invité est thérapeute psychocorporelle, masseuse, formatrice et professeure de Wu Tao. Elle exerce depuis 15 ans, anime et co-anime des stages de tantra, femmes, couples et mixtes et propose des formations et des initiations au massage tantrique. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, Nathalie Vieira. Bonjour Anne, merci de ton invitation. Ouais, je suis vraiment ravie de te recevoir pour parler de ce livre qui vient de sortir il y a peu de temps. Je le disais en introduction, Amour, Tantra et Sexualité. Cette première question, Nathalie, comment est-ce que tu es venue, toi, au Tantra ? Et puis nous expliquer aussi ce que c'est. Alors, je suis venue au Tantra par un massage tantrique. Bon, je vais dire par hasard, mais c'est jamais par hasard. Quand j'ai été évacuée de Côte d'Ivoire il y a 16 ans et que je suis arrivée à Paris, je suis venue avec ma famille. Et puis, c'était une période dans mon couple qui était déjà difficile avant cette épreuve. Et mon futur ex-mari m'a offert un massage tantrique pour m'aider dans ma vie de femme. Et ça a été vraiment le début d'une aventure incroyable. Est-ce qu'on pourrait redéfinir un petit peu pour celles et ceux qui nous écoutent ce que c'est que le tantra et puis le massage tantrique en particulier ? Alors le tantra, il y a déjà le tantra traditionnel, qui est une voie multimillénaire, qui dit que l'univers a été créé par la rencontre amoureuse de Shiva Shakti, de deux énergies polarisées féminines et masculines, qui ne peuvent exister l'une sans l'autre, et que cette représentation de l'univers est en nous. Que nous sommes les microcosmes du macrocosme et que la séparation n'existe pas. C'est vraiment pour moi ma compréhension du tantra. Et du coup, le néo-tantra s'est emparé évidemment de cette voie magnifique pour aider. Je pense que c'est venu dans les années 50 avec les premiers indianistes qui sont partis en Asie pour suivre des enseignements vraiment auprès de maîtres et qui ont rapporté les premiers livres qui parlent du tantra traditionnel, qui sont vraiment intéressants à lire pour comprendre la voie. Nous, ici, un peu plus tard, je pense que c'est en lien avec aussi la révolution sexuelle, c'est devenu une façon de revisiter ce domaine qui était tabou, qui est toujours tabou, qu'est la sexualité. Et l'amour, puisque le tantra, c'est l'amour surtout. La sexualité, ça fait partie de notre vie comme tout un tas d'autres activités. Mais l'état, l'amour, est au cœur de toutes nos activités, de toutes nos rencontres relationnelles avec l'extérieur. C'est ça. Alors tu démarres ton livre en disant que la prostituée en toi, l'enfant blessé, ont rencontré la guérison et la lumière. Alors je précise, quand tu dis la prostituée en toi, tu n'avais pas un métier de prostituée, mais c'était l'archétype. C'est ça. Tout à fait l'archétype, parce que en fait, j'ai vu mes parents au lit
avec d'autres adultes par une porte mal fermée, c'était pas malveillant. Et ce jour-là, je devais avoir 7 ans, j'ai pensé que ma mère était soumise, était malheureuse. Et je me suis juré qu'aucun homme ne me ferait faire quelque chose que je n'ai pas choisi. Donc forcément, ça engage une énergie qui, avant que je fasse ce chemin de conscience, en fait, vers moi, fait que vers 17 ans, moi, je rêvais d'être escorte, parce que pour moi, ces femmes, c'était mes héroïnes, elles avaient un pouvoir escort incroyable. Girl, c'est ça. Ouais, c'est ça, escort girl. Elles représentaient, elles étaient belles, elles étaient féminines, et puis elles avaient ce pouvoir incroyable sur la vie. Elles gagnaient de l'argent. Bref, c'était comme ça. Et j'y suis jamais allée. Il y a plein de petits signes qui m'interrogent. Pourquoi ? Mais j'ai jamais été escorte. J'ai jamais été non plus vers des choses encore plus glauques. Mais j'ai par contre rencontré la lumière, en effet. Tu vas nous expliquer aussi comment et pourquoi dans la deuxième partie de l'interview. Alors ce livre, je le dis en introduction, il est délibérément érotique, sensuel, et dans une deuxième partie, un peu comme un Kama Sutra, on va dire, des mots. C'est comme ça qu'il a été aussi conçu, qui est une forme de poésie qui transcende aussi les tabous à travers ces mots. C'est vrai qu'on connaît tous le Kama Sutra au moins de nom, même si on ne l'a pas forcément lu ou feuilleté. Et là, tu expliques, les pratiques sont expliquées d'un point de vue érotique, sensuel, poétique. C'était vraiment aussi ton intention. Oui, de façon globale, en fait, toutes nos couches de conscience potentielle. En fait, j'aime beaucoup la façon dont tu parles de cette partie-là de mon livre. Pour moi, c'est purement une transe sexuelle. C'est purement... j'ai été puisée dans ma mémoire sensorielle et sexuelle pour aller écrire en fait ce que je peux vivre depuis mon couple intérieur qui rencontre le couple intérieur de quelqu'un d'autre. Et donc c'est effectivement ça danse, c'est très vivant. Quand tu parles de transe sexuelle, alors déjà peut-être que certaines personnes entendent autre chose et ne savent pas forcément ce que c'est. Donc c'est vraiment comme un état modifié de conscience, c'est ça que tu veux dire ? Tout à fait, c'est comme l'endroit où je vais aller guider une méditation, c'est le même endroit où je vais me poser pour donner un cours, un endroit qui est très profond dans mon ventre. Et en fait, toutes mes activités, dans la mesure où j'essaye de cultiver cette présence à moi-même et au monde de façon maintenant de plus en plus... automatique, du coup ça vient de là, ça vient de mon ventre, et du coup je suis aussi sans doute neuroatypique, et donc j'ai une façon aussi de mon cerveau est capable de parler depuis la transe. J'ai mes deux cerveaux qui fonctionnent ensemble, et du coup je peux à la fois être dans cet espace d'écoute complètement sensorielle et à la fois être en train de poser des mots sur ce qui est en train de se passer en bas. En fait, c'est pas du mental, c'est vraiment tous mes centres qui sont complètement alignés, qui vibrent ensemble et qui sont en éveil, en fait. Qui sont complètement en éveil, oui. Et du coup, c'est quand même cette expérience d'écriture de ce livre, c'était quand même quelque chose qui a été important pour moi, puisque ça m'a porté dans ma première expérience d'abstinence, et ça m'a fait me rencontrer. Ça veut dire que j'ai choisi, en écrivant ce livre, quand on nous a appris aussi qu'on était enfermés, on savait pas combien de temps ça allait durer, mais moi je me suis dit, tu vas pas souffrir de cette expérience d'abstinence, de toucher et d'être touchée, parce que du coup j'étais seule, et en fait j'ai été tu pouvais pas puisée. Exercer ton métier non plus. Pendant ce confinement-là, non. Après, j'ai pris le droit plus tard, mais pas pendant ce confinement-là. Et du coup, ça a été une façon de faire circuler les énergies en moi, et puis de les accueillir dans mon cœur et dans mon esprit, et de me libérer. Et ça allait aussi avec tout un tas de rituels que je faisais, et aussi les enseignements que je suivais de David Dubois sur le Vijnana Bhairava Tantra, qu'il a offert gratuitement pendant cette période-là, depuis sa chaîne YouTube.
Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes, ne serait-ce que parmi nos auditrices et nos auditeurs, qui vont se dire est-ce que ça parle sexualité ? Est-ce que j'ai envie d'entendre ces mots-là ? Est-ce que moi je considère ça comme une poésie ? Parfois, ne serait-ce que même de parler à certaines personnes de sexualité, ça peut paraître cru ou sale ou pas bien. Comment est-ce que... Et pourtant, c'est important de mettre des mots. Comme tu le disais tout à l'heure, la sexualité fait partie de notre vie et c'est bien de mettre ces mots-là dessus. Tu crois que le temps est venu de cela aujourd'hui ? Moi, je peux accueillir quelqu'un qui me dit la sexualité n'est pas importante pour moi. Je reçois des personnes qui sont en paix avec ça. Ce que je peux voir, c'est que je reçois beaucoup de personnes qui sont pas en paix avec ça, que c'est un domaine qui fait peur, hein, quoi qu'il en soit, que ça parle de notre premier chakra, le siège de toutes les peurs, et que ça soulève bien effectivement des tabous, des sujets complexes. C'est vraiment notre espace intime qui est là en lien. Du coup, je comprends et oui, je trouve que ça vaut le coup parce que c'est aussi un moteur existentiel qui est au service d'autre chose que la sexualité. Cette énergie vitale, cette énergie sexuelle, elle concerne pas que notre sexualité. On peut effectivement avoir du mal à entendre ce mot-là sans avoir des contractions où on n'est pas à l'aise. C'est ok, bien sûr. Mais en fait, cette énergie, elle libère la créativité. Elle va être mise au service de l'amour, en fait, de la création artistique, de faire la cuisine, de comment on va aimer nos enfants, nos entourages, notre entourage. Et donc, peut-être qu'on peut prendre un peu de hauteur du coup pour essayer de voir que je parle d'amour, que je parle de connexion profonde avec notre être au-delà du sexe et que ça peut aller nourrir d'autres espaces aussi que la sphère. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes à aller justement essayer de sortir de cette génitalité. Oui, on va y revenir effectivement. Pour aller vivre d'autres états. C'est vraiment la foi, en fait, c'est un moteur puissant. Les gens, en général, donc tu es thérapeute psychocorporelle, masseuse tantrique, pourquoi, en général, les gens viennent te consulter ? Alors au départ, il y a eu de la curiosité. On était les précurseurs quand même. On n'était pas très nombreux à en faire du massage tantrique. Après, j'ai édité mon premier livre, Lâcher prise, et donc il y a beaucoup de gens qui viennent avec j'ai envie d'apprendre à lâcher prise. J'ai un mental qui me lâche pas effectivement, ou j'arrive pas à écouter mon corps tellement j'ai besoin de contrôler en fait. Et donc il y a toutes ces voilà. Et puis il y a ceux qui voyagent déjà vraiment bien dans la conscience et dans les états modifiés de conscience et qui ont envie de faire l'expérience parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de grand qui va sortir de ça. Et puis après, il y a ceux aussi qui viennent avec des difficultés liées à l'enfance, à justement ces difficultés dans la sphère intime, parce que ça se positionne dans comment j'aime, comment je suis capable d'aimer, mais comment je suis capable aussi de recevoir de l'amour. Et c'est plus large que, encore une fois, le domaine sexualité pure, en fait. Ça vient chercher plein de réconciliations possibles avec soi-même, plein d'acceptation de son corps, de ses limites, de sa beauté. Apprendre à s'aimer, ça passe aussi par là. Qu'est-ce qui distinguerait un massage tantrique d'un massage plus classique, ordinaire, pour des personnes qui n'ont jamais expérimenté ? Pour moi, c'est le rythme du massage, puisque ce rythme tend à emmener la personne à justement lâcher prise, à rentrer dans l'état modifié de conscience, et donc à être complètement connecté à la sensation et plus à je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, et tout d'un coup, les mouvements amènent qu'on rentre dans l'espace de la sensation, de l'émotion, et on devient un peu observateur à l'intérieur de son corps, comme un spéléologue qui se dit tiens, pourquoi elle a ces mains-là, et puis tout d'un coup moi je ressens une émotion ou un mouvement de chaleur ou une contraction dans mes orteils, ou enfin c'est un jeu avec l'esprit, le massage tantrique, et c'est une méditation. En tout cas, j'invite les personnes à l'aborder comme une méditation avec soi.
dont moi je suis le pilote le plus neutre possible, dans le sens que je suis pas là pour moi, je suis vraiment là pour accompagner l'autre dans un voyage. Après, je précise qu'il y a plein de sortes de massages tantriques, avec des personnes qui sont dans des voies personnelles et qui ont choisi d'aller expérimenter ça pour eux, et donc ça raconte aussi qui on est. Donc moi, je parle du massage tantrique pour moi. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même encadré, ou il y a des choses que toi, on a envie de dire d'un point de vue justement sécuritaire, qu'est-ce que devrait être un massage tantrique, et là où il ne doit pas aller, voilà, pour que des personnes qui ne sauraient pas et n'auraient pas eu un conseil pour aller voir un masseur ou une masseuse tantrique sachent, quand ils arrivent, si c'est normal ou pas normal, peut-être là où ils arrivent. Je peux pas vraiment dire ça comme ça. Je peux dire que quand on va faire un massage tantrique, on n'est obligé de rien. Y a pas, mais c'est comme ça un massage tantrique. Si la personne essaye de vous convaincre en vous disant ah oui, mais c'est comme ça un massage tantrique, donc en fait tu dois accepter, non. Voilà, je pense que c'est important. Par exemple, est-ce qu'on est obligé de se mettre nu ou pas ? Oui, ça c'est une bonne question. C'est idéalement bien de le recevoir nu, parce que ça permet de réinscrire l'ensemble du corps au sein de l'esprit sans sentir que nous-mêmes on a mis des limites par rapport à notre espace corporel. Mais il n'y a évidemment aucune obligation à l'être. On peut très bien faire même un massage tantrique habillé. Finalement, le massage tantrique, c'est entrer dans la dimension, et je pense à un massage qui est sublime, qui s'appelle le Tansu, que j'ai aussi étudié, qui est un massage qui se donne habillé, qui vient de Tantric Shiatsu, et qui pour moi le yoga du cœur, mais dans la plus pure énergie de l'amour. Et le fait d'être habillé, d'être dans ces positions fétales habillées, fait rentrer tout de suite en intériorité et dans la dimension. Et si on veut pas faire un massage tantrique nu à l'huile, on peut commencer par faire un massage tansu habillé. Il y a aussi belle chose à découvrir déjà dans je fais ce voyage vers moi, et je retrouve cette connexion à l'amour. Alors justement, à propos d'amour, qu'est-ce que l'amour inconditionnel pour toi, et est-ce que ça existe ? On peut se poser aussi cette question. Alors moi je dis que ça existe, bien sûr. C'est, enfin en tout cas ma découverte, c'est lors d'un massage tantrique il y a très longtemps. J'ai vécu une ouverture du cœur, et enfin mon visage est rentré, j'étais en larmes, mais en larmes de joie, d'émerveillement. Et ce jour-là, je me suis dit que ce que je venais de ressentir, qui était là, cette grandeur, cet état grand qui avait ouvert ma cage thoracique, c'était l'amour. Et c'était ce que les grands mystiques décrivaient quand elles parlaient de la foi, de leurs extases divines. Et moi, j'ai senti la foi, et ça ne m'a plus quittée, en fait. J'ai connecté avec cette foi absolue. Et quand je parle d'énergie sexuelle, c'est bien ça que ça donne. Cette foi en la vie, en l'émerveillement d'être en vie, qui s'est libérée, et ça n'a pas à voir avec un sentiment amoureux, c'est juste autre chose de lumineux, en fait. Oui, c'est plus universel. C'est plus universel. C'est pas, je dirais que c'est pas pour le coup du coup sexué. Oui, c'est ça. C'est dans la direction de la voie tantrique qui va vers l'état de l'androgyne, ce moment où en fait nos polarités se rencontrent jusqu'à avoir un sexe commun, et donc et devenir des êtres asexués quelque part. C'est ça la direction. Elles sont asexuées, et en même temps elles ont quand même leur identité propre. C'est ça qui peut être même paradoxal, c'est-à-dire qu'elles sont une, mais tout en étant... Enfin, là, on pense au yin et au yang, effectivement, elles sont à la fois complémentaires, mais en union. C'est ça, en fait. Alors, je peux pas l'avoir... Je l'ai pas expérimenté, pour le coup, à part, du coup, pendant l'écriture de mon livre, dans ce que j'ai appelé vraiment mon élévation intérieure puissante. Dans ma sexualité, j'ai pas eu l'occasion de l'expérimenter, parce que... je reste sans doute encore trop dans l'écoute des polarités qui se jouent, la curiosité de l'autre, et ce besoin d'aller chercher le feu pour activer en fait le côté puissant dans l'intensité. Mais c'est la direction en tout cas de l'enseignement. C'est au-delà du cœur, ensuite c'est l'esprit. La direction, c'est je pénètre mon propre cœur avec ma propre énergie, mais ensuite c'est mon esprit, et après c'est au-dessus vers le ciel. Et donc une transcendance. Voilà, c'est ça.
C'est pour ça aussi qu'on parle justement de sexualité sacrée et que souvent on met ce mot de sacré, alors que finalement, en soi, la sexualité devrait ou est sacrée, même par essence. Oui, c'est une question qui revient souvent pour moi là dans les grands médias, et en fait, qui m'a d'ailleurs interloquée parce que il y avait quelque chose où j'arrivais pas à répondre. Il y a un endroit où j'avais pas à répondre parce que pour moi, tout est sacré. Oui, c'est ça. Et du coup, comme quand on parle même de féminin sacré ou de masculin sacré. Tout est sacré à partir du moment où on se dit que c'est un miracle d'être vivant, d'ouvrir ses yeux et d'avoir ce souffle qui tout d'un coup nous met en mouvement. Du coup, je peux dire après que peut-être que dans une perte de repères dans une vie, on peut avoir des difficultés, on rencontre des difficultés dans son couple ou autre, on peut avoir besoin, ou dans sa vie tout court, il y a plein d'épreuves dans la vie d'un être humain, on peut avoir besoin de remettre du sens à quelque chose où finalement on rentre dans une habitude, on se coupe un peu de justement cet émerveillement qui en fait s'il nous quitte fait que ça devient un peu, on devient un peu comme des robots, et donc je crois que c'est une invitation quand on utilise ce mot à remettre du sens et de la dimension à quelque chose, peu importe l'activité. Et donc, a priori, il y a encore vraiment quand même beaucoup à faire pour remettre de l'émerveillement aussi sur cette rencontre entre des êtres qui ont envie de s'unir au sens sexuel du terme, sans que ce soit tout de suite l'objet de critiques, de mots vulgaires, enfin les gens parlaient de la sexualité d'une belle façon. Il y a encore du travail à faire pour ça, du coup. Et oui, poser un espace sacré. Nous, en tout cas dans les stages de tantra, on passe par amener l'homme et la femme à pouvoir imaginer qu'ils sont Shiva et Shakti, donc des dieux, et donc ils ont quitté leur état d'humain ordinaire, on va dire. Ils incarnent maintenant une certaine forme de dimension pour les aider en fait à regarder l'autre déjà et pouvoir se regarder soi d'une façon non ordinaire. Et donc, est-ce que c'est ça qu'on pourrait mettre derrière le mot sacré ? Peut-être. C'est vrai. Alors, tu parlais des divinités du tantrisme. Est-ce qu'on peut être dans une voie de sexualité, donc dite sacrée, ou en tout cas d'épanouissement, sans forcément adopter ces divinités ou ces archétypes Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je comprends que ça puisse d'ailleurs ne pas intéresser. Et puis, il y a beaucoup de gens qui confondent le tantra avec une religion. C'est pas du tout une religion, c'est une voie philosophique plutôt. Même pas, il y a des textes, des doctrines sur lesquelles sont appuyées des pratiques physiques, méditatives, qui, par des exercices de respiration, amènent à peut-être faire descendre justement cette conscience de cette étincelle de lumière en soi. Puisque, après, il y a d'autres livres qui parlent d'autres sujets qui, pour moi, sont intéressants, comme le livre de Thierry Janssen, La solution est à l'intérieur. Dans le tantra aussi, c'est arrête de chercher à l'extérieur ce qui brille déjà en toi, en fait. Et c'est ça, en fait, la démarche, c'est de rentrer en écoute. Ouais, dans les profondeurs, dans nos profondeurs. Tu parles aussi d'une sexualité, on parlait de sacré, basique, qui est quand même aussi à conscientiser, à l'inverse. Une sexualité qui serait, on peut dire, plus consommatrice. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut la qualifier. Et est-ce qu'on peut les opposer véritablement ? C'est pas les opposer, c'est qu'il y a un endroit où c'est un point de départ, où il y a un potentiel qui n'est pas connu, parce que ça devrait s'apprendre, en fait. Pour moi, c'est de l'art, en fait. Si on veut bien jouer avec cette conscience, cette présence et tous nos sens, avoir le privilège de rencontrer quelqu'un d'autre dans cet espace-là, c'est vraiment extraordinaire. Mais encore faut-il qu'on nous l'apprenne. Et du coup, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est un défouloir, pour qui c'est une façon de gérer leur stress, même ils posent même peut-être pas ces mots-là dessus. C'est inconscient, voilà, ils sont pas dans cette conscience-là. Et puis il se trouve qu'il y a des moments, il y en a qui tout d'un coup qui se réveillent, qui commencent à se poser des questions et qui cherchent, et puis qui commencent à m'appeler ou à m'écrire. Et voilà.
Ce serait on parlait de génitalité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait considérer parce que l'idée n'est pas de rejeter son animalité, parce que certains pourraient entendre ça quand on dit effectivement une sexualité basique, des fouloirs, et que sacré, ce serait peut-être quelque chose de très lent, avec des mouvements particuliers, etc. C'est pas ça, que tu clarifies les choses. Oui, je clarifie ça simplement. Oui. Quand par exemple, j'initie quelqu'un au tantra ou par le massage tantrique, concrètement, je vais lui dire que là, il va rentrer dans la dimension écoute, réception, passivité, ressenti, donc tout ce je peux mettre derrière l'énergie de la Shakti et oublier le faire, l'action, le je bouge, je viens au devant, etc., etc. Donc c'est déjà un apprentissage de pouvoir rentrer. Shakti qui est le féminin. Voilà, qui est dans l'énergie du féminin, qu'on a tous en nous, hommes comme femmes. Et du coup, en fait, ce que moi j'appelle la génitalité, c'est quand le plaisir reste uniquement focalisé sur les organes génitaux, le bassin, éventuellement un petit peu la poitrine pour les femmes, mais finalement je m'aperçois que pas tout le temps. On a aussi un travail d'amour à faire envers notre propre poitrine. Depuis l'adolescence, c'est toute une histoire, notre rapport à notre poitrine. Et du coup, notre poitrine renferme quand même notre cœur. Et donc, il y a plein de techniques en taoïsme, en tantrisme, pour apprendre à ouvrir d'abord son cœur, pour demander ensuite à nos fondations intérieures, si elles sont OK de s'ouvrir aussi. Voilà. Alors, ça c'est quelque chose à bien conscientiser, effectivement. Est-ce que tu invites chacun à se poser cette question de la nature, finalement, de sa sexualité, de son lien à l'autre, tout simplement, mais en particulier dans ses relations sexuelles ou dans l'intimité ? J'ai envie de dire, chacun fait exactement comme il veut, mais si y a des pressentiments qu'il y a quelque chose qui est en train de se vivre, une connexion, même si le partenaire n'est pas forcément à même de dire oui, moi aussi j'ai ressenti ça, cette notion du coup de diffusion de toutes ces sensations à tout le corps et plus à la sphère juste premier tantienne, premier foyer alchimique, le bassin, en fait, si on commence à sentir que tout ça peut envahir tout le corps, oui, c'est juste et c'est le début de quelque chose de vraiment riche, de compréhension, de plaisir, en fait. Bien sûr. Tu parles aussi dans ton livre de pratiques de rencontres sexuelles ritualisées. Qu'est-ce que ça signifie, par exemple, dans un couple ? Alors moi, j'ai découvert à cette époque où, dans mon couple, ça commençait on était dans une période un peu compliquée, que les sexologues allaient nous inviter à prendre rendez-vous, par exemple, pour faire l'amour. Et moi, à cette époque-là, j'étais jeune, c'est pas que je suis vieille, mais je me sentais jeune, et j'étais pas consciente du tout, et je disais non, moi, si c'est pas spontané, c'est pas OK. Sauf que, évidemment, c'est évidemment important, surtout dans les vies que nous menons, de poser un rendez-vous déjà dans son agenda. Il faut absolument, selon le rythme que le couple choisira, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, un moment qui va être consacré à la communication, à se regarder, à respirer ensemble, à se reconnecter ailleurs que juste t'as pensé à acheter le ketchup, t'oublies pas aller chercher les enfants demain à la crèche, et oui, c'est important en fait de poser ça dans son calendrier et du coup de choisir, de se réjouir à l'avance, c'est-à-dire chacun peut dire tiens, moi je mettrais bien cette playlist là, donc entendre un morceau, avoir envie de le partager avec l'autre dans cet espace là, préparer l'intention d'aller acheter des fruits, faire brûler de l'encens, des petites choses qui font qu'on va se réjouir à l'avance de ce moment qui est marqué dans notre agenda et on va rencontrer l'autre. Et puis à ce moment-là,
chacun peut à tour de rôle exprimer, tiens, cette semaine, moi j'ai envie de t'offrir un massage. Tiens, moi cette semaine, j'ai envie de te faire un striptease. Cette semaine, tiens, moi j'ai envie de te lire un poème que j'ai trouvé, qui me parle de nous, de notre amour. Je sais pas, et ça dans un temps qui est complètement booké, avec une heure de début, et puis éventuellement une heure de fin, s'il faut mettre un réveil pour pas être en train de regarder sa montre ou son téléphone portable. Oui, c'est ça. Alors, dans cette danse dont tu parlais, il y a effectivement ces polarités, masculin-féminin, Shiva Shakti, dont tu parlais tout à l'heure. Comment elles se mettent en mouvement à l'intérieur de nous, et qu'est-ce qui pourrait nous amener à une plus forte conscience par rapport à ces polarités intérieures, qui sont liées évidemment aussi à nos blessures, parfois? Oui, en fait, notre couple intérieur féminin-masculin, c'est des énergies qui sont finalement blessées. À un moment, on a tous une blessure initiatique, quelque chose qui fait qu'on se suradapte dans une situation. Moi, par exemple, l'histoire, donc je disais au début du podcast, je vois ma mère au lit et je me dis qu'elle est en train de souffrir en fait de cette situation, ce qui n'était pas du tout le cas d'ailleurs. Mais du coup, toute ma vie, j'ai mis en branle cet espace avec un yang très affirmé, où je laissais pas la place forcément à l'autre, où j'allais au-devant de tous mes désirs. Et où j'avais l'impression... Tu prenais les choses en main, quoi. Voilà, c'est ça. Et je laissais pas la place à l'autre de venir me surprendre. Il n'y avait pas ce féminin aujourd'hui qui emplit mon être aussi. Donc il y avait un déséquilibre dans mon couple intérieur. Mais quoi qu'il en soit, j'aime bien prendre cette image. Donc on ferme les yeux, on vient se positionner dans ce que moi j'appelle nos fondations, notre terre intérieure. Et on peut déjà regarder un feu qui commence à brûler et ces flammes. Tiens, imaginons qu'il y aurait 2 flammes. On choisit la couleur, une pour le masculin, une pour le féminin. Et comment, quand je commence à bouger naturellement mon corps, comment elle s'exprime, et quand je suis en face de quelqu'un, comment mon corps se positionne, juste de la posture en fait, observation de posture, où sont mes cuirasses. Là je mets vraiment quand même une immense gratitude envers le Wu Tao et l'Hatha, parce que j'ai vraiment tellement appris et compris de choses par rapport à ces structures en fait intérieures. Alors le Tao, c'est un art corporel, hein. Le Wu Tao, c'est un art énergétique corporel qui justement me permet de vraiment faire l'expérience du mouvement, danser, respirer à travers un relâché du coccyx et un relâché du sacrum. Et juste en partant de ce mouvement-là, naît comme un battement de cœur, et tout d'un coup on se met à respirer, tout d'un coup ça bouge, comme disent Paul Charois et Manu Rislar, les fondateurs du Wu Tao. Les fondateurs du Wu Tao. Et là ça bouge, et là en fait ça danse. Eh bien c'est ça, comment ça danse, dans quelle direction, comment mon corps bouge, et ça raconte qui on est vraiment profondément. Dans justement l'intimité amoureuse, dans la sexualité, quel est le rôle de la respiration ? De toute façon, la respiration est fondamentale, et dans la sexualité d'autant plus. Je dis souvent, je raconte souvent de ça et ça fait rire, quand on apprend à fermer la bouche pour pas faire de bruit parce qu'on a nos enfants qui dorment à côté. Si on fait ça exceptionnellement pour pas se faire entendre, c'est drôle. Mais si c'est tout le temps comme ça, en fait, il y a quelque chose qui s'étouffe. Et on peut pas avoir de vrais beaux orgasmes et surfer dessus si on n'ouvre pas la bouche quand on prend du plaisir. Ouais. Mais pareil, quand on mange, se faire entendre, ça vient emplir la bouche. Donc ça fait monter l'énergie aussi dans la sphère orale, et du coup après ça va ouvrir les narines, ça vient ouvrir le 6e chakra quand ça vibre derrière en fait. Au niveau du front. Mais c'est vrai que même quand on est devant un magnifique paysage et qu'on est émerveillé, ce fameux comme ça, c'est ça, nous fait ouvrir la bouche. Exactement. Et respirer. Et donc ça peut être une inspire, et ça peut être
une expire, ça dépend aussi ce que ça raconte de nos polarités, puisqu'il y a ce yang qui est vraiment incontenant, quelque chose qui est hyper fort, qui est là en fait pour stabiliser la matière, j'ai envie de dire, pour donner à l'énergie volatile, notre féminin, cette base, cette structure pour pouvoir voyager vers le dessus, vers les états. Mais si on n'a pas des fondations fortes, on va se perdre, on va avoir des personnes éthérées, des personnes qui vont voire même dissocier aussi, et quelqu'un qui serait trop dans il est déconnecté de son féminin, il va pas être capable d'aller dans les états, il va falloir qu'il réapprenne à lâcher. Ouais. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître technique, et en même temps tout à l'heure tu disais c'est important finalement comme un art. C'est vrai que si on a envie de jouer d'un instrument et de se mettre au piano, en général on prend quand même plutôt un professeur, même si on aime bien aller à tâtons, mais on commence par faire des gammes et puis ensuite on s'améliore, et on voit que l'extase de la sonate ne vient pas immédiatement. C'est la même chose pour toi ? Oui, et surtout, ce qui est en fait facile, et on n'a pas forcément besoin de s'adresser à quelqu'un pour ça, c'est que en fait, c'est en apprenant à ne plus rien faire qu'on peut réussir à ressentir quelque chose. Juste se poser dans les yeux dans les yeux, respirer ensemble, il se passe des trucs au bout d'une heure absolument incroyables à vivre. Se poser une main sur le sexe de son compagnon, de sa compagne, en se regardant dans les yeux. La main autre posée sur soi ou sur le cœur de son partenaire, c'est pareil, il va commencer à se passer des états vraiment super. Et donc c'est réapprendre à ne rien faire, à ne pas vouloir donner à tout prix, mais bien à s'occuper d'abord de soi, de tiens, qu'est-ce que je ressens, l'autre va s'occuper de lui, tiens, qu'est-ce que je ressens, et parler depuis chacun son soi. Et qu'est-ce qui se passe là entre les deux. Donc là, on n'est pas dans une quête justement de la performance, de l'orgasme, qui a été pendant longtemps, on revient là-dessus, une forme d'injonction aussi presque sociétale. Oui, et puis ça devient un blocage, c'est complètement vrai, c'est complètement l'inverse. Et souvent même, il y a des personnes qui sont tellement dans ça devient obsessionnel en fait, cette quête à l'orgasme, cette quête à vouloir donner même du plaisir à sa compagne. Ou les hommes, ils ont été aussi complètement conditionnés par si t'es un homme, tu dois pas pleurer, tu dois bander et tu dois faire jouir ta partenaire. Mais si la partenaire, elle peut pas jouir, si la partenaire, ce qu'elle ressent, ça lui convient pas et qu'elle est en plus pas capable de dire pourquoi. C'est évident que là, il faut aider, il faut trouver de l'aide pour essayer de comprendre. Et le tantra, c'est complètement tout l'inverse en fait. C'est chacun est responsable de son propre plaisir, d'apprendre à connaître son fonctionnement, pouvoir dire à l'autre ce qu'il aime pas, le guider dans l'intensité, des appuis, des caresses, etc. Et surtout, en fait, on s'aperçoit dans nos pratiques que en étant juste l'un contre l'autre, à respirer ensemble, eh bien, on a des montées en fait comme ça énergétiques qui se mettent à vibrer ensemble en fait. Et c'est là que c'est beau. Et qui ne sont pas forcément des orgasmes. Et qui sont pas forcément des orgasmes, mais qui sont plus de l'ordre de ce dont parle William Reich, de l'onde orgastique. Il y a quelque chose quand les feux sont très... William Reich, qui était ce psychiatre autrichien, ensuite émigré aux États-Unis. Voilà, qui a écrit qui était disciple d'ailleurs de Freud, et qui a écrit des livres sur l'onde orgastique qui entravait, créait des cuirasses. Enfin, c'est celui qui est à l'origine de toutes les thérapies psychocorporelles aujourd'hui, la végétothérapie, enfin tous ceux qui travaillent sur... ouais, exactement, ouais, c'est d'une richesse incroyable. Alors pourquoi on parlait de ça ? Oui, parce qu'on parlait de l'orgasme qui n'était pas un but en soi, et ça c'est vrai que quand on parle de l'onde orgastique, on entend aussi éveil de la Kundalini, puisqu'on en entend beaucoup parler en ce moment, notamment avec le Kundalini Yoga qui est revenu un peu en force en Occident. Est-ce que, encore une fois, l'idée n'est pas d'être dans une recherche de l'éveil de la Kundalini, mais est-ce qu'il faut être prêt quand même quelque part ? Ah oui, tout à fait. Moi, d'abord, je dis que la Kundalini ne s'élève que quand elle l'a choisi. Alors c'est quoi déjà l'éveil de la Kundalini ? Tiens, tu vas nous dire, parce que c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément de quoi on parle. Alors c'est ce moment où en fait l'énergie est tellement puissante que elle se dresse
à la vitesse de la lumière à travers tous nos corps, à travers tout notre corps et tous nos corps. Et ça fait vraiment exploser la conscience et les cuirasses. Émotionnel. Les cuirasses émotionnelles, corporelles, etc. Du coup, il y a des montées de Kundalini spontanées qui sont pas faciles si on n'est pas préparé. Moi, j'invite vraiment les personnes à se préparer, à se faire accompagner, en tout cas, parce qu'il y a aussi beaucoup de témoignages de gens qui se sentent désemparés après. Personnellement, je me suis fait accompagner pour retrouver du sens à pourquoi j'étais revenue ici, sur Terre. Après cette mort imminente que j'ai vécue lors de ma dernière expérience de Kundalini. Je pense, moi je fais une différence entre toutes ces manifestations corporelles qu'on peut voir, c'est tout d'un coup sensation d'être traversé par quelque chose, des ouvertures de chakras, ça pour moi c'est les prémices. C'est ce moment où notre corps en fait est en train vraiment de s'ouvrir au niveau justement de tout ce qu'on a engrammé à l'intérieur pour faire que notre conscience s'ouvre. Mais la montée de Kundalini, ça peut être très destructeur en fait. Donc à être prudence, ça peut être aussi prudence aussi là-dessus. Oui. Alors tu parles de l'internalisation du désir dans ton livre. Est-ce que tu peux nous donner à ce sujet l'exemple aussi de la pratique de la flûte avec la respiration ? Oui, alors bon, c'est une pratique qui peut durer 1 heure. Donc, non, on va pas la faire, mais simplement même l'internalisation du désir, voilà. Alors, je vais inviter les personnes à s'asseoir confortablement sur un siège ou en tailleur pour les personnes qui sont souples, et à venir déjà fermer les yeux pour venir justement essayer de visualiser comme un feu de camp quelque chose qui brille ou des braises rouges dans le bassin. Et puis c'est une technique où en fait on va aller contracter les muscles du périnée de façon large, parce qu'on en a 12, et donc ça fait partie aussi du cheminement d'une femme tantrique ou d'un homme tantrique, d'aller justement rentrer en conscience de ces subtilités internes, puisque l'idée après, quand de serrer de plus en plus fort son périnée en inspirant. Le degré au départ, c'est mon périnée est une éponge d'eau et je veux en faire sortir une goutte. Et à la fin, j'ai sors l'éponge. Ça, c'est pour que l'intensité de la contraction en lien avec la respiration ne soit pas tout de suite quelque chose qui fait que finalement, très rapidement, notre inspire va se bloquer au niveau du plexus. Et donc, j'inspire. Silence respiratoire, j'expire et je relâche la contraction. Et puis là, donc on part comme ça, donc ça, chacun va gérer ça avec toute cette bienveillance d'aller explorer aussi, prendre le temps d'explorer vraiment ces contractions de plus en plus fortes au niveau du périnée. Et cette inspiration qui monte petit à petit vers plexus, cœur, gorge. Et puis ce moment où je vais les inviter à entrouvrir les lèvres pour justement commencer à entendre leur respiration. Oui. Et puis petit à petit, je vais les inviter à placer leur langue derrière les incisives. La langue pas tendue, mais pas non plus serrée, mais comme si elle voulait aller caresser le palais. Et là, en fait, en respirant, ça va commencer à siffler. Donc, je voudrais pas le faire forcément dans ton micro, mais... Et en fait, en pratiquant longtemps, en fait, on s'aperçoit que petit à petit, c'est pareil, ça ouvre les canaux au niveau du nez, au-dessus, et en fait, l'idée, c'est d'aller faire vibrer le palais pour ouvrir les chakras supérieurs. Et ça, on appelle ça la flûte parce qu'en fait, petit à petit, ça chante comme un serpent, ça chante et chacun va avoir son propre son. Et c'est un peu le chant du souffle dans le Wu Tao. Donc, je suis professeur de Wu Tao, je fais aussi des références finalement à cet art. Mais c'est vraiment, et puis on en a parlé, c'est une contraction inverse. C'est un travail qui est différent, mais c'est vraiment, voilà, aller chercher ce chant qui fait petit à petit vibrer tous les corps ensemble. Et en quoi ça, c'est l'internalisation justement du désir ? Bien parce que en fait, plus je vais contracter et actionner cette pompe dans mon périnée, dans mon sexe et dans mon ventre, et plus en fait, en inspirant, c'est comme si j'aspire à travers une paille, et la paille serait ma colonne vertébrale ou à côté, comme si j'aspire petit à petit les énergies à monter au travers mes chakras et donc vers mon propre cœur. Voilà.
Voilà, c'est ça. Alors aussi, comment nos fantasmes, nos tabous par rapport à la sexualité peuvent-ils nous permettre d'explorer aussi nos ombres, nos blessures, aussi évidemment nos lumières, nos splendeurs, mais tout ça, ça peut avoir aussi un rôle thérapeutique. Et là, tu regardes du côté de Jung et encore une fois de William Reich, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Nos fantasmes racontent nos histoires. On n'y peut rien. Je vois à quel point les gens ont honte ou sont coupables aussi. Se sentent coupables, ils n'osent pas forcément raconter. Je me rappelle d'un monsieur qui m'a appelé parce que lui, il était fétichiste, mais sa femme, pas du tout. Et plus en fait, la tension se creusait dans leur couple parce que elle comprenait pas. Et enfin, mettre une paire de chaussures et des jolis bas parce que ça fait partie de ce qui excite ton compagnon ne devrait pas être somme toute un frein. Donc pour moi, ça raconte aussi autre chose dans le couple. Mais enfin voilà, des fantasmes de domination, de soumission, quelque chose d'assez facile. Je pense que tous les couples s'amusent, ou en tout cas aimeraient s'amuser avec ces fantasmes. C'est intéressant de voir qu'est-ce que ça raconte aussi de besoin d'avoir le pouvoir, de besoin d'avoir l'autorité, et comment ça joue, quoi qu'il en soit, dans nos relations aussi. C'est-à-dire ce qui se pose dans notre espace intime, sexuel, à travers l'expression de nos fantasmes, raconte, quoi qu'il en soit, notre relation au monde. C'est ça. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi à conscientiser, effectivement. Comment est-ce qu'on peut entraîner son ou sa partenaire à cette initiation de cette sexualité tantrique ou sacrée quand l'autre ne semble pas très ouvert à ça, qui a vraiment une envie d'aller explorer au-delà d'une sexualité peut-être plus quotidienne ou plus simple, qui devient peut-être aussi parfois insatisfaisante, je ne sais pas. Tu vois ça assez souvent ? Ouais, je vois ça assez souvent, des hommes comme des femmes, d'ailleurs, qui viennent me voir. Ouais, moi je ressens ça, mais mon partenaire, pas du tout. Et ça doit pas être facile, en fait, à vivre, parce que l'idée pour moi, là, à ce moment-là, c'est de rester dans son cœur, de continuer à faire ce chemin pour soi, et de continuer à accueillir l'autre et à partager avec l'autre, avec sans doute toujours l'espoir qu'il finisse par ressentir quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vrai, quand il y en a un, par exemple, qui est dans une sexualité très inspirée du porno, très dans l'action, et que t'as l'autre qui sent que il en a assez de jouer à ce rôle-là, c'est vrai que je pense que ça mérite d'être accompagné par un thérapeute. Un thérapeute, ou même, est-ce que là, ça peut être une bonne idée d'aller à un stage de tantra ? Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans les stages de tantra ? Il y a souvent des couples. Alors, moi, j'anime avec Jacques Lucas un stage complètement dédié au couple, tantra couple, où là, effectivement, l'axe d'exploration, c'est la sexualité sacrée, tantrique. Et là, effectivement, ils vont faire des expériences intimes dans leur chambre, et le reste... les autres méditations et autres partages, on le fait tous ensemble. J'ai aussi dans des stages de tantra mixte des gens qui s'inscrivent en couple, d'autres qui sont en couple et qui viennent sans leur partenaire, qui n'est pas intéressé ou pas disponible. Là, j'ai envie de parler du coup de la communication, c'est-à-dire si quelque chose ne m'intéresse pas à vivre pour moi, je pense qu'il est quand même bien de pouvoir laisser l'autre suivre son chemin. Il y a beaucoup trop d'interdictions liées aux peurs, et derrière ce mot de exclusivité, c'est beaucoup de prisons en fait qui sont érigées. Je pense qu'on peut être dans un engagement profond envers quelqu'un et pouvoir vivre sa liberté, ses expériences sans forcément avoir des rapports sexuels avec d'autres. Et dans le stage de tantra, il n'y en a pas, à part dans le tantra couple où vraiment là, c'est un axe d'exploration qui est vraiment dédié au couple dans cet espace intime-là, de façon aussi bien amour et ce qui joue dans le couple aussi, les difficultés. Mais dans les stages de tantra, on ne parle pas, il n'y a pas d'expériences sexuelles qui sont proposées. Oui, d'ailleurs, les stages de tantra sont à la mode. On y retrouve aussi, j'imagine, un peu tout et son contraire, comme dans le domaine du développement personnel, où il faut garder toujours son discernement, on le disait au début de ce podcast, et sa vigilance, pour être dans un stage où on se sent en pleine sécurité, évidemment.
Tout à fait. Je pense que il faut vérifier l'expérience des professionnels. Après, il y a aussi des personnes qui commencent et qui sont sans doute très inspirantes. Mais il faut voir justement, l'alignement de la personne. Est-ce qu'elle sait pourquoi elle propose ces expériences? Qu'est-ce qui l'anime elle? Moi, c'est vrai que vu mon enfance, j'ai des radars qui s'allument dès qu'il y a intrusion. Manipulation, toxicité, je suis tout de suite complètement en alerte. C'est quelque chose qui est très important pour moi, assurer la sécurité et le cadre, ça m'anime profondément, la justesse, l'alignement, vraiment ça fait 15 ans que je travaille sur moi là-dessus, et donc mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, et ça veut pas dire qu'il propose pas quelque chose de bien, mais qui va vous demander beaucoup plus d'autonomie par rapport à le consentement. Oui, non, il y a des personnes qui vont pas forcément vous inviter à vous poser la question. Pour eux, c'est sous-jacent. Le tantra n'est pas une thérapie, effectivement. Mais c'est important pour nous, en tout cas. Je dis nous, c'est moi quand je suis seule, mais aussi avec mes amis Jacques Lucas et Nathalie Giraud, avec qui je co-anime. Le cadre, l'encadrement, nos assistants sont des personnes qui sont sélectionnées pour garantir cet espace d'exploration-là. Oui, c'est important. C'est vrai que même si c'est pas un cadre thérapeutique, ça peut révéler des blessures, comme on l'a vu, et parfois très profondes, notamment liées à la sexualité en particulier, quand il y a eu de l'abus, etc. Tout à fait, ça arrive, et du coup, Jacques est psychothérapeute, énormément d'années d'expérience, Nathalie est sexothérapeute, psy également, et puis moi j'ai l'expérience que j'ai, et voilà, et du coup oui, on peut être amené à constater et à conseiller à des personnes d'entamer de contacter un psy pour travailler une problématique qui émerge. C'est quand même assez rare quand même, mais ça arrive. D'accord. Allez, en conclusion de ce podcast, Nathalie Vieira, tu dis aujourd'hui que tu t'aimes pleinement, et ça, c'est vrai que c'est joyeux d'entendre ça. Oui, et moi, ça me rend joyeuse de le ressentir, parce que ça n'a pas été facile. Donc une voix aussi de l'amour de soi, finalement. Merci infiniment, Nathalie Vieira. Je rappelle le titre de ton livre aux éditions Erol, qui est préfacé par David Dubois, dont tu parlais en introduction. Amour, tantra et sexualité, une voie d'épanouissement. On peut te retrouver évidemment sur ton site internet www.nathalie-vieira.fr pour tous tes stages, formations, massages tantriques, consultations thérapeutiques, etc. À très bientôt, Nathalie. Merci. Merci, Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast, et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.